it is going to take time for us to be able to form the regional coalition that's going to be required so that we can reach out to Sunni tribes in some of the areas that ISIS has occupied. Our talks with the Americans is limited to the nuclear issue, but we are prepared to talk at the international level with other countries and with the international community as a whole with regard to what is needed to be done in Iraq and in Syria. اگر یک کشوری در دنیا با تروریسم مبارزه بکنه خوبه. ما هر کشوری باشه به هر حال با ترور مبارزه بکنه مورد استقبال ماست، اما هیچ برنامه‌ای برای همکاری و هماهنگی با آمریکایی‌ها در این زمینه ما نداریم. Bonjour et merci de nous retrouver sur i24 News en ce vendredi 5 septembre. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'information. On va tout de suite faire le point sur l'essentiel de l'actualité, des points que l'on développera largement tout au cours de cette édition. Opération de l'armée syrienne dans l'est du pays contre l'État islamique. 18 djihadistes occidentaux de l'État islamique ont été tués, dont un citoyen américain. Dans le même temps, un haut responsable de l'EI a été éliminé en Irak. Le Shin Bet israélien, les services de sécurité intérieure viennent d'ailleurs d'annoncer qu'au moins 10 Arabes israéliens lutteraient ces dernières semaines aux côtés des djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Et puisqu'on parle de l'EI, Benjamin Netanyahou est revenu pour la première fois sur la décapitation de Steven Sotloff en affirmant que son élimination était due au fait qu'il symbolisait le monde occidental. Deuxième jour de sommet de l'OTAN au Pays de Galles et il semblerait que l'Alliance Atlantique enregistre déjà un succès. Un accord de cessez-le-feu sur l'Ukraine pourrait être signé aujourd'hui même à Minsk. Pour parler de tous ces sujets, nous sommes ce matin en compagnie d'Yitzhak Levanon. Bonjour, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël au Caire ainsi qu'à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Daniel Haï, consultant d'i24 News et Salem. Bonjour, on va commencer avec vous et votre revue de presse. L'actualité sur Israël vue par la presse ce matin, qu'est-ce qui fait la une ? Alors l'État islamique a de bonnes raisons d'être sur toutes les langues ce matin en Israël. Nathalie, avec ce gros titre notamment de Walla, site d'information, des armes chimiques qui se trouvent en Syrie et qui pourraient tomber dans les mains de l'État islamique. C'est un avertissement qui vient de New York, de l'ambassadrice américaine à l'ONU, Samantha Power, qui a notamment soumis l'hypothèse selon laquelle Assad a pu cacher des armes chimiques, des armes qui pourraient donc facilement se retrouver dans les mains de l'État islamique ou d'autres groupes extrémistes. Une inquiétude qui pourrait bien être alimentée en Israël, au-delà du fait qu'il y ait très peu de distance entre la Syrie et Israël, par le fait que les États-Unis semblent avoir trouvé leurs limites. C'est le point de vue de l'éditorial qui fait la une de Ynet ce matin. Les États-Unis ne sont d'aucun secours face à l'État islamique. L'Amérique a appris, une fois de plus, que ce ne sont pas des bombes et des missiles guidés qui peuvent avoir raison d'une idéologie ou du sentiment d'être méprisés. Dans son édito, Orly Azoulay revient sur la décapitation de Steven Sotloff. Une insulte à l'Amérique, dit-elle, un peu comme si quelqu'un lui avait fait un doigt. Ces exécutions d'Américains sont plus graves que jamais par le passé, avec notamment cette mise en scène parfaite et ses effets spéciaux. L'édito insiste, les règles auraient changé, les États-Unis se retrouveraient désormais dans un environnement qu'ils ne maîtrisent plus. Or, ils n'auraient pas les armes pour faire face à ce genre de combat. Dans cette bataille, le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, ne se laisse pas démonter et lève la voix contre les coupes budgétaires, rapporte Arutz 10. Yaalon qui a dénoncé ces groupes assoiffés de sang qui s'installent au Moyen-Orient et qui plus est sont armés de la tête aux pieds. Israël a besoin d'une armée forte, c'est donc le message ou plutôt l'avertissement de Yaalon alors que le gouvernement a ratifié cette semaine, on le rappelle, une coupe de 2% qui vise tous les ministères en cause l'opération bordure protectrice à Gaza. Haaretz, lui, balaie de la main la menace djihadiste. Ce matin à l'aube, le Premier ministre s'intéressait à la personne de Benjamin Netanyahou, plutôt son dossier judiciaire, illustré par cette photo du Premier ministre et de sa femme sortant
combattants d'un avion. Le titre du quotidien de gauche s'intéresse au conseiller juridique du gouvernement qui a décidé de ne pas ouvrir une enquête criminelle sur l'affaire Bibi Tours. Bibi Tours, donc accusation contre le Premier ministre, selon lesquelles il aurait utilisé de l'argent d'État pour ses voyages privés. Le Premier ministre n'est pas passé loin des mailles de la justice, mais il a échappé finalement donc à une enquête et une procédure contre son immunité, grâce notamment à un manque de preuves et à la prescription, vice de procédure. Yitzhak Levanon, comme le disait Betsabé au début de sa revue de presse, les États-Unis, la communauté internationale, ils ont perdu le contrôle face à ces nouvelles menaces? Non, c'est encore trop tôt, c'est prématuré de le dire de cette façon-là. Mais je crois la façon très lente que l'Occident est en train d'œuvrer pourrait amener à cette conclusion. Donc il faut faire vite en créant cette coalition. On en parlera de ça un peu plus tard. Alors la presse internationale également, Betsabé, se fait l'écho de cette menace de l'État islamique. Effectivement, comme l'économiste notamment, à peine Israël en a fini avec les combattants islamistes du Hamas à Gaza, qu'Al-Qaïda frappe à une autre porte, rapporte le journal. Pendant 3 ans, Israël a réussi à rester hors de l'arène des combats qui ont sévi en Syrie. Cette frontière était même la plus sûre, mais désormais Israël se trouve face à un dilemme qui pourrait même se révéler bénéfique à Bachar el-Assad. On pourrait tacitement notamment le laisser bombarder les positions rebelles dans la zone démilitarisée, puisqu'il est bien sûr dans l'intérêt de l'État hébreu qu'Assad et non pas les groupes islamistes radicaux gardent la main sur cette frontière. Le Financial Times insiste lui aussi, jusqu'à présent Israël a été épargné par le conflit syrien, mais les choses peuvent changer, elles risquent de changer. L'armée est donc sur le qui-vive, d'autant que l'État hébreu ne compte pas sur les casques bleus pour le protéger des combattants qui se trouvent à ses portes. Et je finirai là-dessus, des combattants qui se trouvent si près que ces combats ont d'ailleurs apporté un nouveau tourisme, rapporte le journal, sur une route qui surplombe Quneitra. Des Druzes, arabophones et des Juifs israéliens observent à l'aide de télescopes et autres jumelles des combats qui sont assez près pour les voir et pour les entendre. Et on reparlera au cours de cette édition la position des Druzes dans ce conflit. Vous le savez, 2e jour aujourd'hui du sommet de l'OTAN qui s'est ouvert hier matin donc au Pays de Galles. On va faire le point sur les avancées et les nouveaux défis en ce 2e jour. On en reparle juste après. La guerre des mots entre l'OTAN et la Russie se poursuit. Si la prudence reste de mise dans cette guerre des nerfs, un accord de cessez-le-feu devrait être signé dans la journée dans la capitale biélorusse. Je suis d'un optimisme prudent concernant la conclusion d'un cessez-le-feu au cours de la réunion qui se tient avec Moscou et les membres de l'OSCE. Les autorités russes ont déclaré un cessez-le-feu immédiat en réponse aux déclarations des séparatistes qui se disent prêts à ordonner un cessez-le-feu en cas de plan de paix. Réunis à Newport, les 28 dirigeants occidentaux ont tenu à afficher leur soutien envers Kiev. L'Alliance Atlantique a une fois de plus vivement dénoncé Moscou. La Russie se bat en ce moment même en Ukraine contre l'Ukraine. Les troupes et chars russes attaquent les forces ukrainiennes. La Russie parle de paix, mais elle n'a pour le moment fait aucun geste pour y aboutir. Moscou ne fait rien pour désamorcer la crise. Malgré le probable rapprochement entre l'Ukraine et la Russie, l'OTAN maintient la pression sur Moscou. Les États-Unis préparent de nouvelles sanctions économiques. L'Union européenne entend elle aussi sanctionner son voisin de l'Est, même en cas d'annonce de cessez-le-feu. Prudence, donc on l'a compris concernant le dossier ukrainien, les pays de l'OTAN qui travaillent également à former une large coalition internationale pour lutter contre l'État islamique. Qu'est-ce qu'ils vont y parvenir selon vous ? Premièrement, un petit mot sur l'Ukraine et la Russie. Je crois que le fait que Poroshenko, le président ukrainien, se trouve au sein de l'OTAN maintenant, et il part là-bas, ça énerve beaucoup Poutine. Et c'est le vrai problème entre l'Ukraine et la Russie. Et la Russie ne veut pas, de toute manière, que l'Ukraine s'approche, fait part, s'intègre avec l'OTAN. Ça, c'est la ligne rouge. Pour la question des islamistes et l'État islamique, etc., je crois que l'OTAN n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on trouve une coalition des pays arabes aussi. Parce qu'en fin de compte, il faut comprendre une chose, que déloger ces gens-là, les gens de ISIS ou de l'État islamique, ne se fera pas avec des frappes aériennes. Ce n'est pas suffisant du tout.
Il faut rentrer dans le territoire, c'est l'infanterie, les chars, etc. Je vous donne un exemple. Si on veut déloger les gens de Mossoul, ce n'est pas par les attaques, parce que ces gens-là se trouvent, comme Hamas l'a fait à Gaza, au sein de la population civile. Il faut rentrer, il faut déloger ces gens-là. Donc une coalition de l'OTAN n'est pas suffisante. Elle devrait intégrer aussi plusieurs pays arabes, pour le moins un support moral ou un support financier, ou qu'ils soient partis dans cette coalition-là pour qu'on puisse déloger ces gens-là de la Syrie et de l'Irak. Alors, Daniel? Je veux dire, effectivement, historiquement, on se souvient de la coalition formée par George Bush le père au moment du conflit avec le Koweït en 90, durant l'hiver 90. Et on se rappelle que ce qui avait surpris et ce qui avait consolidé de manière considérable cette coalition, c'était la présence de pays arabes. Ouais. Et là, effectivement, quelque part, alors que l'on reparle de l'Iran, alors qu'on a réouvert les négociations hier à Genève, il n'est pas impossible aussi, et ce serait quelque chose d'assez étonnant et même de presque contradictoire, que l'on assiste à une possible entrée de l'Iran dans une forme de coalition contre l'État islamique. Et si on parle de l'Iran, on peut même parler de la Syrie, c'est-à-dire de Bachar el-Assad, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans un cas de figure stupéfiant qui serait d'une coalition internationale, occidentale, pays arabes, et même l'entrée peut-être de l'Iran, qui pourrait soutenir de manière ponctuelle le régime de Bachar el-Assad pour essayer de... C'est l'État islamique qui, d'une certaine manière, pousse le monde à redistribuer ses cartes finalement, à renouveler l'ordre mondial, comme on a l'habitude de le dire. Oui, sans aucun doute, mais juste un petit mot. Je crois que ce sera une grave erreur de la part des États-Unis ou de l'Occident ou de l'OTAN, je parle de l'Occident, d'incorporer l'Iran dans ce genre de coalition. Oui, mais il y a un rapprochement aujourd'hui, on le voit entre l'Iran et les États-Unis. Regardez, le problème avec le nucléaire, il est très très compliqué, il est complexe, il y a des problèmes, des vrais problèmes. Et ça risque d'exploser. Enfin, c'est pas... On ne peut pas négliger cette possibilité. Donc je crois que de la part de l'Occident, ce sera une erreur d'amener l'Iran... Une erreur, mais en tout cas, on a le sentiment que ce dossier du nucléaire iranien, il est passé au second plan. C'est plus l'ennemi numéro un, l'ennemi public. Il y a le bâton et la carotte, parce qu'on a vu que même les États-Unis, pas plus tard que cette semaine, ont imposé de nouvelles sanctions contre l'Iran. Mais d'un autre côté, il y a aussi un rapprochement. Il y a ces négociations qui vont reprendre. Il y a même une pré-négociation hier à Genève entre les États-Unis et l'Iran. Donc il y a quelque chose. Il y a un rapprochement qui inquiète beaucoup les Israéliens, il faudrait peut-être en dire un mot, qui inquiète beaucoup Benyamin Netanyahou, qui voit ce rapprochement. Dans un premier temps, l'ennemi, enfin le problème, c'était avant tout le problème du nucléaire iranien. Et là, aujourd'hui, quelque part, là-dessus, il se greffe le problème avec les États-Unis. On sait qu'il y a eu une crise très nette pendant le conflit à Gaza. Et là, aujourd'hui, cette crise pourrait se refléter aussi dans les négociations. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le ministre Yuval Steinitz, ministre des Renseignements, doit se rendre la semaine prochaine au Caire, à Washington, dans l'espoir de vérifier que les promesses américaines de maintenir la pression sur l'Iran au niveau de l'arrêt des centrifugeuses, de la baisse de l'uranium enrichi, soit confirmée et que l'Iran réagisse. Parce que pour l'instant, l'Iran n'a pas vraiment beaucoup bougé à ce niveau-là. C'est ça le vrai problème avec l'Iran. Lorsqu'on parle du nucléaire, c'est que l'Iran n'a pas désisté de l'idée de continuer d'enrichir l'uranium. Oui. Et c'est le vrai problème. Les autres, disons, ce sont des résultats de cette question-là qui est le noyau, disons, des négociations. C'est un vrai problème. Mais à titre général... Mais il semble quand même, on a l'impression que c'est un second problème par rapport à l'urgence face à l'État islamique. J'en doute, personnellement j'en doute, parce que c'est un problème. C'est le sentiment qui se... Regardez, c'est un problème, mais... Ils sont relégués à la deuxième Regardez, position. la question de l'État islamique, c'est une question, parce que, bon, elle est sur place, on est en train d'égorger des gens, et enfin, c'est une disons, révolte générale dans le monde. Mais elle n'a pas eu la préséance, disons. Ça continue avec les Iraniens, ça ne va pas arrêter. Il y a des négociations, ça va continuer. En ce qui concerne l'État islamique, je crois que l'Occident, il ne fait pas les choses assez vite. Et moi, je me souviens de George Bush, vous l'avez mentionné, pendant la guerre, lorsqu'ils ont envahi le Koweït, par exemple. Et George Bush a réussi de le faire dans 3 semaines. Oui. La Syrie était dedans. Oui. La Syrie était dedans. Aujourd'hui, je crois que de la part de l'Occident, la Syrie ne peut pas être dedans. Automatiquement, je crois, à mon avis, que les Iraniens non plus. Mais oui, ils peuvent, disons, mobiliser tout le reste. Ils sont prêts. Que ce soit les pays du Golfe, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Égypte. Alors pourquoi cette inaction ? Qu'est-ce qu'il explique, selon vous ? Je crois que Obama, il est assez lent
dans son projet de créer cette... Parce que c'est contre son optique, hein, c'est contre son approche. Son optique et la position... Son approche était la diplomatie à outrance. Et la position américaine aussi, du peuple américain. Regardez, le peuple américain, il est fatigué. Enfin, ça fait un bon bout de temps qu'on le remarque. Alors, c'est pas les États-Unis pourquoi on ne donne pas plus de poids à l'OTAN, justement? Regardez, l'OTAN, on l'a vu en Libye. À part les frappes aériennes, il n'a pas réussi, disons, à amener la solution. Au contraire, aujourd'hui, la Libye, elle est en train de se fragmenter complètement. Elle est complètement ruinée, la Libye, aujourd'hui. La seule chose qui puisse mettre fin à ce phénomène-là, c'est un phénomène qui nous rappelle, par exemple, au début du 19e siècle, les nihilistes. Le genre ou bien les assassins pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Moyen-Âge, par exemple, les assassins de la Hachashoun. La seule façon, c'est de les confronter et de mettre fin à ce phénomène. La seule chose qu'on puisse le faire, c'est sur le terrain. C'est clair. On peut attaquer avec la force aérienne. Ils ont tué déjà 2 dirigeants, mais il y aura d'autres dirigeants qui vont prendre la place. Une coalition internationale, Daniel Haïk, si elle réussissait à se rassembler, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'Israël serait inclus officiellement à l'intérieur? Voilà, justement, je me réfère aussi au précédent de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. On se souvient que là, délibérément, George Bush le père avait demandé à Yitzhak Shamir de se mettre bien en retrait, de ne même pas réagir au tir de missiles de Scud de Saddam Hussein. Donc là, effectivement, impossible d'envisager une coalition. Et d'ailleurs, Israël, je crois que ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël de rentrer dans une telle coalition. Israël a son problème de frontière avec la Syrie. Si effectivement il est attaqué, je pense qu'Israël a les moyens seul de riposter ponctuellement et de manière assez ferme contre les groupuscules ou les groupes islamistes qui se trouvent à la frontière. Mais de rentrer dans une telle coalition, il sera difficile de faire rentrer à la fois Israël et à la fois les pays arabes. Officiellement, parce qu'on parle en sous-main d'une intervention israélienne et notamment de l'entraînement des peshmerga kurdes. Une intervention israélienne où? Non, contre l'État islamique, quand on parle de coalition internationale incluant ou pas l'État Israël qui joue un rôle finalement, mais en sous-main. Regardez, au cas où Israël, on va être demandé ou bien prendre l'initiative d'être partie prenante dans cette coalition, ça va empêcher les autres. Ouais. Que ce soit l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats, etc., ça va compliquer la situation. Je crois que la logique israélienne, elle est tout à fait vraie, c'est que de ne pas rentrer. Parce que les Américains, l'OTAN, l'Occident savent très bien que nous, on les appuie. C'est pas nécessaire d'être, disons, à l'avant-garde ou bien en avant avec cette coalition. Je crois que nous, on les appuie. On va appuyer les gens de l'Occident pour mettre fin à ce phénomène. Donc, ce n'est pas nécessaire que nous, on soit dans cette coalition. Il y a un appui, disons, indirect de l'extérieur, ce qui n'est pas moins valable, disons, que faire partie intégrante de cette coalition. Daniel, une dernière question avant de passer à un autre point dans ce débat, dans ces interviews, le dossier ukrainien et le dossier de l'État islamique. On sait que dans ce monde, tout est finalement très lié. Est-ce que très longtemps, on va réussir à ne pas faire s'interférer ces deux dossiers ? Je pense pour l'instant, Yitzhak Lebanon en a parlé, effectivement, il peut y avoir un lien entre ces deux dossiers aujourd'hui, mais pour l'instant, je crois qu'il faut essayer de régler les problèmes les uns après les autres. Même s'ils sont effectivement tous liés, il faut régler les problèmes les uns après les autres. Le problème interne, ici, dans notre région, est déjà suffisamment complexe entre ces différentes ramifications d'Al-Qaïda, Al-Nosra, l'État islamique, l'armée régulière syrienne, toutes ces composantes, le Hezbollah aussi qui risque d'avoir son mot à dire, et face à Israël, je pense que finalement, effectivement, ça sera lié, mais dans un second temps, je pense. Alors la menace terroriste en Israël, elle se trouve aussi en son sein, on vous le disait, près de la frontière nord également. Certains Druzes, vous en parliez, Betsabé, en particulier dans le Golan, ont gardé leur allégeance à la Syrie. Représente-t-il alors une véritable menace? Regardez ce reportage de Mathias Inbar. Obus de mortier, armes lourdes et pilonnage aérien, les combats continuent aux abords du point de passage frontalier de Quneitra. À quelques centaines de mètres d'Israël, Jabhat al-Nusra, lié à Al-Qaïda et armée syrienne, s'affrontent. Il y a plus de 3 ans, les Druzes du plateau du Golan étaient certains que Bachar al-Assad viendrait à bout des rebelles en 3 mois. Depuis, la Syrie n'est qu'un champ de ruines. Ni Assad, ni le Hezbollah, et encore moins des unités iraniennes, ne sont venus à bout de l'État islamique et d'Al-Nusra. Et pour ces Druzes de Majdal al-Shams, sur le Golan israélien, il y a plusieurs responsables à cette situation.
L'ennemi, ce sont Israël et les États-Unis qui ont protégé et donné de l'argent aux djihadistes de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Al-Nosra est désormais aux commandes de Quneitra devant les positions israéliennes et onusiennes et personne ne fait rien. Une inaction, selon eux, qui ne les conduira pas pour autant à prendre les armes pour défendre leurs frères druzes qui se trouvent de l'autre côté de la frontière. Non, je le redis, l'armée syrienne est remplie d'armes et de soldats prêts à combattre. On vivra et on mourra sur notre terre. Et cela se traduit justement par un soutien sans faille à Bachar al-Assad, l'objectif étant aussi sécuritaire que politique. Ici sur le Golan, on sait que l'armée syrienne est suffisamment puissante et elle n'a pas besoin de nous pour combattre les terroristes. Le régime syrien veut au contraire que nous restions ici pour défendre notre terre, la terre de Bachar al-Assad. À l'image de cette statue, ici à Majdal al-Shams, tout rappelle la Syrie. Ces Druzes, pour la plupart, restent fidèles à Bachar al-Assad et à son armée, même si 2 d'entre eux sont récemment partis rejoindre l'armée syrienne régulière. Ils l'assurent, il n'a jamais été question de prendre les armes et de passer de l'autre côté de la frontière. Défendre notre terre, celle de Bachar el-Assad. Une réaction, Yitzhak Levin. Regardez, c'est la situation qui existe au Golan depuis 1967. Les Druzes de Golan ont été toujours fidèles, disons, à la nation syrienne. C'était au papa auparavant, aujourd'hui à Bachar el-Assad. Mais je crois que c'est une genre de fidélité passive. On est avec vous, mais ils profitent des 2 mondes. Ouais. Le monde israélien qui leur donne tout, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit le développement, que ce soit les finances, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, ils disent à la presse que comme quoi nous sommes fidèles à Bachar el-Assad, etc. Donc vous les croyez lorsqu'ils disent qu'ils ne prendront pas les armes? C'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire parce que en fait, la tradition de la nation druze, du peuple druze, c'est d'être fidèle au souverain de la terre. Donc, la logique aurait voulu qu'après 43 ans, après la conquête du Golan par l'armée israélienne, les Druzes passent, dirons-nous, du côté, apportent leur soutien à l'État d'Israël, qui, il faut rappeler, le Golan a été annexé par l'État d'Israël en 1980, et donc c'est-à-dire, la logique aurait voulu qu'il passe. Et or, on voit qu'il y a relativement une forme de fidélité quasiment absolue à Bachar el-Assad sur le Golan. Et cette fidélité, on pensait au début de la guerre civile en Syrie qu'elle allait s'effriter, que certains Druzes se rapprochaient un peu plus d'Israël, essayaient d'exprimer un peu plus de fidélité, de loyauté envers l'État d'Israël. Et on voit que non, finalement, aujourd'hui, ils continuent à croire en Bachar el-Assad. Et c'est quand même assez surprenant, même historiquement. Du Golan et les Druzes de Galilée. Ah, bien sûr. Ah, oui. Regardez, mais la même notion, par exemple, le même principe d'être fidèle pour l'autorité sur place n'a pas changé. Si vous prenez les Druzes du Golan, étant donné que le Golan, dans leurs yeux d'Assad, c'est toujours un contentieux avec Israël. Ce n'est pas définitif, parce qu'on parle d'un processus de paix, qu'un jour peut-être le Golan va retourner en Syrie. Ils sont fidèles à Bachar el-Assad. Ceux qui vivent dans la Galilée, en Israël avec nous, ils savent très bien que ce sont des Israéliens à part entière, donc ils sont fidèles à Israël de façon complète. Ça serait, Yitzhak, peut-être l'indice, le fait, leur fidélité, cette fidélité dont a parlé Mathias, c'est peut-être l'indice du fait qu'ils croient que Bachar el-Assad restera au pouvoir malgré tout, qu'il arrivera à vaincre les milices islamistes. Pour le moment, c'est ce qu'ils sentent, c'est ce qu'ils veulent peut-être. Mais si vous prenez par exemple les Druzes du Liban, ils n'ont pas de contact, ils ont très peu de contact avec les Druzes, que ce soit au Golan avec Israël, mais ils sont fidèles à l'État libanais. Donc le principe d'être fidèle pour l'autorité locale sur place, c'est un principe chez les Druzes. Et on l'a vu au cours de la guerre également, bordure protectrice. Il y a eu, avec ce commandant druze qui a énormément fait parler au cours, leur fidélité, elle est complète, elle est absolue, à la place. Vous voyez, Jumblat, par exemple, le druze, sa fidélité, elle est complète, elle est à 100% pour l'État libanais. Il est contre la Syrie, il est contre Bachar el-Assad, il est contre les Druzes même. Mais il est contre Israël. Tout le monde est contre Israël. Oui. Ça, disons, c'est simple, c'est normal, ça aide plusieurs personnes d'être contre Israël, même si c'est illogique, irrationnel, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune raison d'être contre Israël, tout le monde le sait, au sein du monde arabe, on reçoit certains indices, mais c'est politiquement correct, c'est bien, c'est bon, tout le monde l'accepte, c'est une monnaie avec laquelle tu peux rentrer partout. Je suis anti-israélien, c'est clair.
On va parler d'un autre élément à présent. On le disait il y a quelques instants dans l'actualité ce matin avec cette annonce du Shin Bet israélien, les services de sécurité intérieure qui déclarent que ces dernières semaines, une dizaine de djihadistes arabes israéliens se sont rendus aux côtés de l'EI, de l'État islamique en Irak et en Syrie. Est-ce que c'est surprenant? Écoutez, moi je dois vous avouer qu'au cours de cette semaine, je me suis posé la question comment finalement on n'a pas du tout parlé, la presse ne s'en est pas fait l'écho du tout. J'avais le sentiment qu'il n'y en avait pas. Alors qu'il y a 500 Britanniques qui sont enrôlés dans les forces de l'OI. On parle d'un millier d'Européens et d'une centaine d'Américains, voilà. Officiellement en tout cas. Ok, donc c'est énorme. Cela veut dire que ces mouvements ont une emprise en Occident, dans cet Occident qu'ils combattent, et ils n'ont apparemment pas d'emprise dans la population arabe israélienne. Et donc finalement, on voit qu'ils ont quand même peut-être, c'est-à-dire c'est quand même assez limité, même s'il y a 10 Arabes israéliens qui ont été enrôlés, qui se sont enrôlés dans les rangs de l'armée de l'État islamique, c'est un phénomène. Mais je crois que c'est quand même un phénomène relativement modeste. Plus réduit qu'est-ce que l'on observe dans le reste du monde. Yitzhak Levanon, ces Arabes israéliens, ils demanderont peut-être un jour à rentrer en Israël. Quelle va être la réponse du gouvernement? On sait que la question se pose également en Europe et aux États-Unis. Imaginez. Ils peuvent demander. Oui. Regardez, et si le Shin Bet, par exemple, a déclaré qu'il y a 25 personnes, 10 récemment, je m'imagine qu'il connaît les identités de ces gens-là. Donc, lorsqu'ils veulent retourner, que ce soit par air ou par terrestre, etc. Je pense que ces gens-là n'ont pas l'intention de revenir. Ils ne vont pas retourner ici, enfin, c'est tout à fait clair. Mais je voudrais tout simplement m'attarder sur une petite chose. Ces gens-là ont été mobilisés, à mon avis, à cause du courant islamique qui se trouve en Israël. L'Occident, c'est clair. Qui a inculqué dans la tête que comme quoi, voilà, il faut le faire pour le bien de l'islam est en danger. Donc c'est un échec de la part d'Israël pour ne pas avoir convaincu les mouvements islamiques qui sont, si vous voulez ou non, dans le domaine de l'extrémisme culturel, mental, et c'est ce qu'ils font, ils prêchent, disons, dans les mosquées, etc. Oui. Et je parle de mouvement islamique. Le Cheikh Raed Salah, qui est le leader du mouvement islamique. Je crois que c'est une faiblesse de la part d'Israël et du système juridique israélien pour ne pas arrêter tout ça. C'est la raison pour laquelle Moshe Yaalom, le ministre de la Défense, a publié un décret interdisant, donc rendant cette organisation interdite. Et pas seulement à Nosra et à Al-Azhar. Voilà, empêchant donc les drapeaux aussi aujourd'hui. Tous les drapeaux, tous les drapeaux maintenant, que ce soit de Hezbollah, que ce soit tout ça. Et je crois que le système juridique en Israël, et qui est très apprécié dans le monde, il a ses limites. Et c'est pas bon pour la situation. Merci Yitzhak Levanon, Daniel Haïk. Vous restez avec nous. À suivre, nous parlerons de cette rentrée scolaire en Israël, la première semaine de rentrée scolaire. L'atmosphère était lourde et les défis d'Israël sont nombreux. Reprise du dialogue israélo-palestinien, stratégie à éclaircir quant au gouvernement d'union Fatah-Hamas et équilibre budgétaire. On évoquera tous ces points dans une dizaine de minutes. Retour sur le plateau du Morning Day 24 News. Merci à vous de nous être fidèles. Avec moi sur ce plateau, Yitzhak Levanon, vous êtes toujours avec nous. Daniel Haïk également. Rebonjour. Michel Kishka, vous nous avez rejoint. Et honneur à vos dessins ce matin et à cet hommage que vous vouliez rendre sur ce plateau à Steven Sotloff, ce journaliste israélo-américain, on le sait maintenant, de 31 ans, décapité par l'État islamique. Il faut dire israélo-américain ou américo-israélien? Bon, non, c'est un journaliste américain, mais qui a aussi la nationalité opté pour la nationalité israélienne. Il a fait ses études ici, s'avère-t-il. Bon, ben oui, effectivement, j'ai voulu, face à ces images tellement choquantes et terribles des décapitations, et en plus de l'anglais parfait de ce bourreau, d'accord, je me suis dit, il faut que je fasse un dessin qui soit fort. Et j'ai, quelque part, pour moi, c'est un peu l'équivalent d'un 11 septembre, mais différent, mais d'un autre côté, il est dans la logique du 11 septembre. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné, d'un côté, cet homme dont j'ignore le nom, on pense que c'est un rappeur londonien, mais on n'est pas sûr, prêt à décapiter les États-Unis, donc c'est-à-dire Obama lui-même, mais là dans sa sacoche, alors que dans la photo originale qui a été diffusée dans le monde entier, il a un flingue.
j'ai mis le livre de Daniel Pearl, parce qu'en fait, Daniel Pearl a payé de sa vie pour être parti étudier justement ces groupes fondamentalistes, extrémistes, et il a payé de sa vie, et je me suis dit, voilà, il y a comme une espèce de logique, mais une logique terrible, entre le 11 septembre, entre Daniel Pearl, entre ce qui est en train de se passer, et ce que font les États-Unis aujourd'hui, avec l'Angleterre, avec l'OTAN. Est-ce qu'ils vont faire mieux que Bush? On n'en sait rien. Parce que finalement, Bush est aussi responsable de ce qui se passe aujourd'hui en Irak. Donc il y a une espèce il y a quelque chose de très machiavélique dans tout ça. Daniel. Le fait même de mettre Barack Obama ici comme la victime et de... C'est-à-dire, c'est la preuve de la faiblesse des États-Unis. C'est une marque, c'est une expression de la faiblesse des États-Unis. Je me souviens de dessins que vous avez dessinés de Poutine ferme sur son cheval dominant et impétueux comme ça. Il l'est toujours. Oui, mais là on a deux leaders de deux grandes puissances et on voit que Obama, et c'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui, si l'année dernière effectivement l'Amérique était prête à suivre Obama dans sa démarche de diplomatie à outrance et de non-conflit, de refus de la guerre, de la confrontation, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui elle est prête à le faire parce que finalement c'est une atteinte au drapeau américain, à la nation américaine. Mais il y a un paradoxe aussi parce que quand même le monde occidental a beaucoup souvent critiqué l'interventionnisme américain dans tellement de conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on se rend compte que quand les États-Unis essayent de se préoccuper plus de leurs problèmes, les programmes d'Obama étaient son programme de santé, des tas de choses qui avaient trait à ce qui se passe et relever les États-Unis économiquement, quand il y a moins d'interventionnisme américain, eh ben voilà, il y a tout qui se lâche. Donc il faut savoir ce qu'on veut aussi. Voilà. Alors justement, Daniel, une réaction peut-être, Mitra Kevanan. Sur un autre plan, est-ce que je peux être un tout petit peu cruel sans choquer les gens? Vous avez parlé de décapiter. Ce n'est pas une décapitation, c'est ce qu'ils ont fait. Décapitation, c'est la guillotine. Décapitation, c'est l'épée. Ici, c'est égorger déjà. C'est différent. Vous avez raison. Comme on égorge un animal. C'est différent. Absolument. C'est là la barbarie. Parce que la guillotine l'a fait en une seconde. Ouais. En Arabie Saoudite, avec l'épée, une seconde. Ça, c'est décapité, oui. Mais ici, égorger des gens qu'ils souffrent pendant plusieurs minutes, c'est la barbarie à son paroxysme. Vous savez, il y a aussi le paradoxe quand même, il faut le reconnaître. Quand il est question de massacre, par exemple, quand on parle du nombre de victimes dans ce conflit interne de la Syrie, on ne connaît les noms de personne. Mais quand on connaît le nom d'une personne qu'on voit égorger, alors là, tout d'un coup, ça nous prend au trip d'une façon différente. Oui, c'est fort. On passe à un autre sujet, Daniel. Vous parliez de ce Poutine impétueux qu'avait dessiné Michel. Il l'a dessiné à nouveau cette semaine, le King Poutine en Ukraine. Bah oui, alors comme vous le disiez, je l'ai déjà dessiné à cheval, etc. Donc je me suis dit, alors là voilà. Toujours aussi musclé en tout cas. J'ai tapé Vladimir Poutine sur Google et parmi les premières images, c'est lui en train de faire la pêche, content de lui, avec des lunettes solaires et un chapeau de ranger. Et voilà, donc j'ai décidé Là, je sais pas, apparemment il est dans la mer Noire, il est encore pied là, voilà. Apparemment c'est un esturgeon. Il est en face de l'Ukraine. Dont il reste pas grand-chose, voilà. Il y a le drapeau ukrainien, il y a le drapeau russe, et puis bon, il a dans les poches de son pantalon, de son pantalon de guerre. De son treillis. Mais la tête et les oreilles, c'est quoi? Ah, mais c'est ma façon de dessiner Poutine. Et écoutez, j'essaye de faire passer à travers le dessin que j'ai pas beaucoup de sympathie pour lui. Et d'un autre côté, j'ai aucune confiance en la Russie. Et en fait, ils font exactement ce qu'ils veulent. Et ça, c'est pas la première fois que c'est dit sur ce plateau. C'est pas la première fois que je dessine. Et j'aurai encore l'occasion de le faire parce qu'il est en train de regarder ces feignants de l'OTAN. Et il rit dans sa barbe. Bon, il n'a pas de barbe, mais il rit dans sa barbe. Parce que finalement, il fera exactement ce qu'il veut. Et les Ukrainiens, entre eux aussi, sont absolument partagés. Et ils profitent de cette situation pour faire pour appeler une annexion rampante, quoi. C'est l'impérialisme russe moderne. Regarde, l'histoire se répète. Oui. Lorsqu'on parle des dirigeants, et nous, au ministère des Affaires étrangères, on a fait plusieurs études sur la perception entre les dirigeants, etc. Dès l'instant que vous êtes perçu comme faible, vous vous permettez de faire tout ce que vous voulez. Si vous retournez dans l'histoire récente, contemporaine et dans l'histoire ancienne, vous voyez la même chose. Les dirigeants se permettent de prendre des actes. Et lorsque vous ressentez que l'ennemi en face de vous, ou l'antagoniste, ou le belligérant en face de vous, il est faible. La conception aujourd'hui des États-Unis, c'est que Obama, il est faible. Les États-Unis sont faibles sur tous les plans. Donc, Poutine peut se permettre de faire ce qu'il veut. Et je suis tout à fait d'accord. Et de s'immiscer dans la brèche. Il va le faire.
On va reparler avec vous, toujours Michel, en dessin de ces 400 hectares de terre qu'Israël veut saisir, là où les 3 jeunes Israéliens, les 3 jeunes adolescents avaient été kidnappés en juin dernier. C'est vrai. Écoutez, ça a déjà été annoncé, effectivement. Alors, est-ce que ça va être finalement de facto réalisé sur le terrain ou non? Je n'en sais rien. Mais j'ai quand même décidé... Je sais que Bennett n'est peut-être pas tellement encore connu sur la scène mondiale, en tout cas son visage. C'est vrai que quand je dessine quelque chose qui a trait à la politique israélienne, c'est plutôt Bibi Netanyahou que je dessine. Mais là, j'ai quand même décidé plutôt de tacler Bennett, d'accord, qui représente cette droite nationaliste et la manière dont les choses ont été dites, que cette annonce de l'annexation de ces... je ne sais même pas quelle est la différence entre les hectares et les dunams. C'est 400 hectares et 4000 dunams, si je ne m'abuse. 400 hectares. Voilà. C'est 4000 dunams. Ouais. Et pour une ou plusieurs implantations, qui serait une punition collective contre le Hamas pour l'enlèvement et l'assassinat des 3 Israéliens. Moi, mon ressenti, et c'est pour ça que j'ai fait ce dessin, c'est une punition collective contre nous, contre tous. Contre tous et contre ceux qu'on appellerait plutôt les partisans de la paix, qui sont en opposition à Bennett et qui sont minoritaires face à lui. Bennett représente un courant israélien qui est devenu majeur alors qu'il était mineur, qu'il était marginal il y a longtemps. Et moi, je pense que le sionisme est en train de rentrer dans un mur, et c'est mon point de vue, et c'est pour ça que je le montre dans ce dessin. Une réaction, Daniel? Je sais que Daniel n'est pas d'accord avec moi, mais on est là pour en parler. Je pense que ça n'a pas été défini comme une punition contre le Hamas, mais plutôt comme une réaction. Et je rajoute, c'est-à-dire dans les milieux de la droite israélienne et de beaucoup d'Israéliens, je pense, une réaction sioniste à l'assassinat, à l'enlèvement et à l'assassinat des 3 jeunes Israéliens. Il faut préciser une chose, et ça je l'ai déjà dit ici sur cette antenne. Le Gush Etzion est une région consensuelle, c'est-à-dire que dans tous les cas de figure d'un règlement définitif du conflit israélo-palestinien, cette région restera sous souveraineté israélienne. Elle sera annexée. D'abord, le terme exact n'est pas annexion concernant ces terres, c'est appropriation. Israël n'a pas annexé la région, n'a pas annexé ces terres, elle s'est appropriée ces terres et en a fait des terres d'État. Le résultat n'est pas le même. Le résultat est peut-être le résultat est peut-être le même, mais sur le fond, je pense que quelque part, il faut que Israël réagisse. Israël a réagi d'abord sur le terrain avec le conflit à Gaza, mais il fallait qu'Israël réagisse à l'assassinat des 3 jeunes, et c'est une marque, une volonté de construire, pas de détruire, de construire, même sur un terrain qui est terrain consensuel, sur un terrain sur lequel même la gauche israélienne reconnaît qu'il restera dans le Alors un consensus, cadre. on va peut-être en trouver un entre vous deux aujourd'hui avec ce dernier dessin, Michel. Une dernière phrase pour quand même, Daniel. Très rapidement. Quand on parle d'une réaction sioniste, et c'est exactement ce qu'est en train de faire la droite, c'est que si on n'est pas d'accord avec cette politique, on n'est pas sioniste. Et c'est ce qui se passe contre la gauche israélienne depuis pas mal de temps. D'accord, c'est qu'on essaye de nous délégitimer. Je dis nous parce que moi j'en fais partie. Hein. C'est un secret pour personne. Allons-y, continuons. Arrivons au dernier dessin. On continue. On va voir si on trouve sur ce point un consensus, un dernier dessin, une référence à l'histoire. 75 ans de la Seconde Guerre mondiale. Oui, j'ai eu un problème parce que le 1er septembre, je dis qu'est-ce que je fais? Je fais un dessin sur la rentrée scolaire, où je fais un dessin pour marquer ce tournant de l'histoire qui a été l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, il y a 75 ans, par l'armée d'Hitler, et qui a finalement fait tourner l'histoire du monde, et on est bien placé pour savoir le prix que ça a coûté. Et finalement, je me dis, bon, c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de dessiner Hitler. La rentrée scolaire, je peux la dessiner tous les ans. Donc j'ai décidé de le faire le 31 août 39, allons se coucher, en se disant, tiens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai au programme pour demain? On dit que la nuit porte conseil. Effectivement, le conseil que lui a porté la nuit, on sait tous le résultat. Merci Michel. Alors on va parler en mots de ce dessin que vous n'avez pas dessiné. Justement, cette rentrée scolaire, elle est pleine de défis également à l'échelon politique en Israël. Reprise des négociations, des pourparlers avec les Palestiniens. Quand? À venir. Où? Regardez, le dire. Non, je crois que la situation elle est un peu plus complexe qu'on l'avait imaginé au début. Il y a premièrement le contentieux interne entre l'autorité palestinienne et le Hamas qui est à découvert maintenant. Enfin, tout le monde parle de cela. Et le fait que le président de l'autorité palestinienne, c'est pas un porte-parole, c'est pas quelqu'un de son aide-champ, etc. Sinon, la personne elle-même qui attaque le Hamas, que comme quoi lui est responsable pour la mort de 2000 personnes.
c'est une charge qui est assez lourde. Et la réponse qui vient de Hamas. Ça c'est un problème. La seconde chose, que Hamas n'est pas prêt à donner à Abu Mazen tout ce qu'il veut à Gaza, et c'est pour cela qu'il bloque les choses. Je crois que nous sommes face à une situation assez difficile. Le second point, c'est que Abu Mazen ne cesse de faire des erreurs. Ou bien il veut reconstruire Gaza, il faut retourner aux négociations pour qu'on puisse trouver une solution, ou bien il présente aux États-Unis et demain peut-être aux Nations Unies des plans que les Américains ont rejetés, que les Israéliens vont rejeter, etc. Donc je ne crois pas qu'il peut tenir la ficelle de deux côtés. Ce sera très difficile dans ce sens-là. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il y a des tractations derrière les coulisses entre Israël, les Palestiniens, les Américains, etc., l'Égypte, pour voir quand est-ce qu'on peut retourner au Caire pour discuter. La seule chose qui est claire, c'est que vers la fin de ce mois, au début d'octobre, il y aura les pays contribuants pour donner de l'argent à la construction de Gaza. À part ça, pour l'instant, on n'a rien du tout, mais ça peut se développer vers une rencontre renouvelée au Caire. Daniel ? Je dirais, dans les défis de ce début du mois de septembre, de cette rentrée, il y a 3 défis. D'abord, un défi social par rapport à la rentrée des classes, puisque c'était l'événement de cette semaine. Je crois que après les 2 mois qu'on a vécu, où on a beaucoup parlé d'unité de la nation d'Israël, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ce terme de cohésion nationale, j'ai quand même le sentiment, l'éducation nationale en Israël, pour ceux qui la connaissent, c'est une éducation, un système qui est extrêmement fragmenté entre différents courants, les différents courants dans la société israélienne, les religieux, les orthodoxes, les laïcs, généralistes. Et donc, quelque part, peut-être l'un des défis de l'éducation nationale, et peut-être que c'est l'un des projets de Shai Piron, qui pourrait être un ministre de l'éducation tout à fait adéquat pour essayer d'arriver à ce défi, c'est d'essayer de rassembler aussi au niveau de l'éducation nationale ces jeunes, multiplier le dialogue entre jeunes des mouvances religieuses, des mouvances laïques, des mouvances sionistes, des mouvements non sionistes, arabes, essayer de retrouver une forme de cohésion. On a eu des exemples lourds à Beth Shemesh, notamment. Alors oui, justement, je parle de ça justement par rapport à ce qui s'est passé à Beth Shemesh. C'est un cas extrêmement rude, on va dire. Mais et ça, c'est le premier défi, je crois, quelque part au niveau de la société israélienne. Le deuxième défi... Daniel, je vais être méchant ce matin. Oui. Plus ça change, plus c'est la même chose. Oui, mais on a parlé de ça fait 40 ans. Il faut le refaire. Il faut le faire, mais on ne le fait pas. Ce genre de dialogue... Je reconnais qu'on a peut-être d'autres défis plus existentiels aujourd'hui quand on parle de l'État islamique et d'autres. N'empêche, il faut passer 5-6 heures en classe. Le cadre existe. Donc il faut le faire. Ce dialogue, il est important entre religion et séculaire, entre les Arabes et Israéliens, pour le bienfait de la société israélienne, pour le futur. On ne peut pas le déléguer pour plus tard. Non, parce qu'on a d'autres priorités. Non. Alors, ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, Yitzhak en a parlé, c'est le défi, on va dire, diplomatique, avec l'initiative de Mahmoud Abbas et la position qui risque d'être difficile des États d'Israël par rapport, encore une fois, aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis vont imposer leur veto? On sait qu'ils ne soutiendront pas l'initiative unilatérale de Mahmoud Abbas, que je considère être comme, que j'ai qualifié d'ultimatum, qui est en fait un véritable ultimatum de la part de Mahmoud Abbas. Ou vous acceptez ce plan, ou alors je vais devant le tribunal international de La Haye. Ça, c'est le deuxième défi pour le gouvernement israélien. Le troisième défi, c'est un défi politique pour Benyamin Netanyahou. C'est une situation politique dans laquelle le Premier ministre se retrouve au lendemain de ce conflit à Gaza, qui est une situation d'un côté, peut-être parfois paradoxal, d'un côté, il est battu en brèche par, on va dire, pas son opposition, pas l'opposition, mais l'opposition à intérieure, à droite, des gens comme Lieberman et comme Naftali Bennett. Je disais ce matin qu'il y a peut-être un rapprochement entre Bennett et Lieberman. Selon les derniers sondages qui sont parus la semaine dernière, il pourrait y avoir même un bloc assez solide entre les deux, si on rassemble le Baït Hayoudi, le foyer juif, et le Likoud. Mais en tout cas, il y a un défi important pour Benyamin Netanyahou, essayer de maintenir sa coalition gouvernementale. De ne pas casser sa coalition. Voilà. Et ça, c'est le troisième défi. Merci beaucoup à vous trois, le nationalisme religieux et l'opportunisme. Ça fait une belle coalition. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. 1841 morts, c'est le dernier bilan du virus Ebola. On en parlera dans quelques instants. À suivre un nouveau journal. Plateau du Morning, deuxième heure
heure d'information. Merci à vous de nous être fidèles avec moi sur ce plateau. Bethsabée Salem, bonjour, rebonjour. Finalement. Oui, ça va être sympa. Hein. On va se faire un plateau filles cette deuxième heure. Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné dans la presse ce matin? Vos 5 clics. Alors, l'Ebola, tout d'abord, une menace mondiale. C'est en tout cas la formule employée par la directrice exécutive de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, pour qualifier l'épidémie. À ce jour, le nombre infecté pourrait être bien supérieur au nombre officiel, 3500 personnes, parce que les familles, nous raconte CNN, ont tendance à cacher qu'un de leurs proches est atteint par le virus. Ils ont peur qu'on isole le malade, ils ont peur d'être stigmatisés, surtout dans des villages reculés. Et plus que l'aspect mondial, eh bien, ce qui est inquiétant, c'est la vitesse de la propagation, une spirale qui devient du coup de plus en plus difficile à endiguer, à enrayer. C'est ce qu'expliquent les spécialistes qui ont été cités par CNN, sans compter les risques de mutation du virus dont on commence à parler de plus en plus. Alors la peur de l'Occident, en plus, semble finalement avoir joué un rôle dans cette spirale infernale, puisque la suspension des vols, notamment des vols d'Air France, on en a parlé, qui desservent les pays concernés, eh bien, ça a aggravé l'épidémie. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça a mis un frein à l'arrivée du personnel soignant et aussi à l'approvisionnement. Et derrière les menaces multiples de l'épidémie, il y a bien sûr la détresse des malades, sur laquelle insiste Rue 89, partenaire du Nouvel Obs, des malades qui sont parfois peu nourris, comme le souligne Rue 89, avec un article qui revient sur une vidéo tournée ce lundi au Libéria. Vous allez voir un homme qui est atteint du virus, sort de la clinique où il est traité. Il se rend en fait au marché pour tenter d'attraper quelque chose à manger. Vous voyez, c'est l'homme habillé en rouge, et donc on a du personnel soignant surprotégé qui tente de convaincre l'homme de remonter dans l'ambulance. Un homme qui aurait semé les paniques, vous voyez, qui est insulté même par la foule. Une vidéo qui a choqué et ému, qui avait faim et qui était malade en plus. Voilà. Vidéo particulière donc que l'on voit. Alors, un dossier épineux, aujourd'hui également au sommet de l'OTAN, le dossier ukrainien qui est discuté une nouvelle fois. Voilà, alors c'est surtout la Russie qui s'attaque à ce dossier, selon Courrier International, qui raconte en effet que la doctrine militaire russe est en pleine restructuration pour faire face aux menaces de l'Occident, des menaces qui sont l'OTAN qui progresse vers ses frontières, ou alors les nouveaux armements dans les États baltes, et bien sûr la situation en Ukraine. Alors Mikhail Popov, qui est le vice-secrétaire du Conseil de sécurité russe, évoque même une menace militaire majeure dans un entretien accordé à l'agence RIA Novosti, presque un air de casus belli finalement. Alors au passage, M. Popov ne se prive pas d'insister sur le manque d'objectivité de l'Occident face à la situation en Ukraine. Et pendant que les sbires de Poutine donnent cette innocente approche de Moscou sur la question ukrainienne, eh bien la Russie accueille les Ukrainiens à bras ouverts. Le New York Times explique en effet que des centaines de milliers d'Ukrainiens seraient partis pour la Russie pour fuir les tirs. La Russie où les y attend un gigantesque programme de réinstallation. Alors vous avez dedans un pack embauche, pension, des abris, un pack dont l'objectif, écrit le New York Times, est de booster l'image d'une Russie bienveillante et puissante. Alors on va passer à une recette plutôt originale, et elle nous vient de Belgique, une recette pour lutter contre le chômage. Alors c'est France Info qui l'avait repéré, et le Figaro s'en est fait le relais. On comprend le quotidien français, l'idée est plutôt séduisante, limite loufoque. Il s'agit de proposer à des pros de rédiger une lettre de motivation pour des demandeurs d'emploi, les pros étant des communicants, des copywriters en langage pro. Alors la récompense pour ceux qui réussissent, comprenez ceux dont la lettre a abouti donc à un entretien d'embauche, eh bien ils participent à une sélection pour eux-mêmes avoir droit à une embauche dans une agence de pub de leur rêve. Alors l'opération Faites la pub à un demandeur d'emploi, c'est comme ça que ça s'appelle, a pris fin le 22 août dernier sur un franc succès. 478 candidats, 668 lettres de motivation rédigées. Alors, limite flop en revanche, une belle proportion, limite flop en revanche, et bien côté chômeur, en fait, une quinzaine seulement en ont profité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la boîte de com qui s'est chargée de cette opération voulait être tellement sûre qu'il y ait assez de lettres de motivation par chômeur qu'ils ont limité le nombre de chômeurs. Mais peut-être une idée pour les prochains mois, les prochaines années. En tout cas, en France, on en a besoin. Et voilà, l'idée est lancée. Allez, on prend la direction de la Grande-Bretagne
à présent où la lutte contre la criminalité prend des allures de laisser-aller. Alors c'est le Guardian qui rapporte cette nouvelle. Il rapporte que la police conseillerait aux victimes ou aux familles de victimes de résoudre les crimes elles-mêmes. La stratégie du do-it-yourself, en somme, une tendance qui s'appliquerait à toute une panoplie d'agressions, cambriolages et autres délits dans certaines localités. Alors la police suggère ainsi aux victimes, aux familles de victimes, de consulter par exemple les sites de vente d'occasion pour voir si les objets qui leur ont été volés ne s'y trouvent pas, ou encore d'enquêter auprès des voisins. Alors cette inversion des responsabilités a bien sûr choqué les inspecteurs de Sa Majesté. Et alors décidément un clair manque de discipline en Grande-Bretagne, puisque un garde aussi de Buckingham Palace a fait la une des journaux puisqu'il s'est mis tout à coup à danser. Je vous propose de regarder. Il en avait marre de faire son pas gauche, son pas droit, etc. Et tout à coup... Hop, c'est inhabituel. Alors, il n'est pas censé faire ça. Alors, il a été applaudi par les touristes, salué par la presse pour son élégance, quand même, notamment le Daily Mail. La perte de ce flegme britannique. Exactement. Alors, par contre, on notera qu'il risque une sacrée punition, Nathalie. Allez, on reste en Europe. On prend la direction de l'Espagne, cette fois, où les amateurs de cannabis ont trouvé un moyen ingénieux de contourner la loi. Alors, il s'agit de clubs de cannabis sans but lucratif qui n'accueillent que leurs adhérents et qui permettent de fumer son joint tranquillement dans un endroit chaleureux et sûr, nous raconte la Repubblica sur un ton vaguement jaloux, et dont l'auteur précise d'ailleurs, comme un connaisseur, que ce genre de club permet de fumer son pétard sans avoir à se planquer dans un lieu malfamé et risquer de se faire racketter par son propre revendeur. Alors le tout en toute légalité, puisqu'en Espagne, le code pénal autorise l'usage personnel de cannabis tant que les quantités restent modestes. Et la preuve qu'on s'y sent bien, regardez, c'est quand même chaleureux, non? Ça donne envie, même sans fumer. Moi, j'ai bien aimé le modeste, les quantités modestes. Alors justement, la preuve qu'on s'y sent bien, en Catalogne, plus de 300 clubs de ce genre se sont ouverts en moins de 2 ans. Chaque semaine, à Barcelone, un nouveau club de cannabis ouvre ses portes. Alors les gens qui veulent faire des investissements et des fonds de commerce, les clubs de cannabis, ça marche, en tout cas en Espagne. Et on souligne en passage que l'Espagne, c'est une pionnière en matière de législation de légalisation de la marijuana à usage thérapeutique, un usage légalisé depuis 10 ans déjà, qui devance donc même Israël. Voilà, donc de bonnes idées ce matin que vous nous avez donné, Betsabe. Merci beaucoup, de bonnes idées. On espère également en avoir ici en Israël depuis l'université de Be'er-Sheva pour lutter contre le virus Ebola. Un possible vaccin pourrait être en train d'être trouvé dans le sud du pays. Regardez. Et si la solution à la propagation du virus Ebola se trouvait en Israël? Ici, à l'hôpital de Soroka de Be'er-Sheva, dans le laboratoire de ce virologue. Des États-Unis, d'où il était originaire, jusqu'en Israël où il réside aujourd'hui, en passant par le continent africain, le docteur Leslie Lobel a consacré les 12 dernières années de sa vie à la recherche d'un vaccin contre ce virus dévastateur qui a déjà fait plus de 1500 morts en 2014. Mettre Israël au premier plan à l'aide d'un vaccin contre le virus Ebola, c'est mon rêve. Et c'est notre objectif. Et nous sommes sur le point d'y parvenir. Nous sommes la seule équipe, en dehors de celle aux États-Unis, à avoir identifié un bon traitement à base d'anticorps contre ce virus. Et je pense que c'est un accomplissement pour mon laboratoire et je suis très fier de cela. Un virus identifié pour la première fois en 1976 au Congo, autrefois appelé Zaïre, et hautement transmissible sur l'homme. Des symptômes similaires à ceux de la grippe apparaissent quelques jours seulement après la contamination. Et dans plus de la moitié des cas, la personne contaminée subit une hémorragie interne mortelle. Lobel a été le premier à concentrer ses recherches sur le système immunitaire naturel de ceux qui survivent à ce virus. J'ai beaucoup voyagé en Afrique avant de trouver la bonne combinaison entre un environnement stable et des survivants du virus. Et c'est ce que j'ai trouvé en Ouganda. Là-bas, j'ai pu être confronté à un nombre important de survivants dans un environnement qui est plutôt stable afin de conduire mes recherches. 5 fois par an, le médecin israélo-américain se rend donc en Ouganda à la recherche de survivants. Et cela afin de trouver un moyen de développer une immunité à long terme contre la maladie par l'utilisation d'anticorps humains spécifiques. Un vaccin passif qui offrirait une protection immédiate contre le virus, une première mondiale.
Avec un budget limité et par manque de ressources, le docteur Lobel estime que dans ces conditions, son équipe et lui ont encore besoin de 3 à 5 ans pour parvenir à un vaccin. Un vaccin qui pourra être déployé dès qu'une épidémie sera détectée et ainsi sauver de nombreuses vies. C'est dur de passer à autre chose à présent, mais on va tenter de se détendre avec de belles images, un beau portrait. Marie-Chèque, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors depuis 1940, Photo House est l'un des plus importants lieux d'archives photographiques en Israël. Cette boutique est tenue depuis 3 générations et regroupe plus d'1 million de négatifs. Ben Peter, eh bien, il est le petit-fils du photographe Rudi Weissenstein. Marie, je parle sous votre contrôle. Il nous a ouvert les portes de son magasin. Le portrait de ce petit-fils avec Laurent Tolila. My name is Ben Peter. I'm the owner of the Photo House, a very old archive shop of 1 million photographs from the 30s in Tel Aviv. So my grandparents established this place in 1936. My grandfather was a photographer and he came to Israel with a camera and started to document everything that he saw for many, many years, and my grandma helped him, and together they opened this shop. I think he was recruited by the authorities that managed the Zionist movement. So they asked him and wanted him to create a certain vision of Israel. I think he wanted to show that Israel is not so different than Europe, or could be as same as Europe. So this is how the early years of our archive looked like. After my grandfather died in '92, my grandma was here alone, and after a few years I joined her and I learned everything from her, how to continue to preserve the family business and the family heritage. Memory is a very complicated thing. National Library of Israel has recently joined to the big struggle of ours to save the negatives, because negatives that are more than 70 years old are in a very danger of extinction. So with a specialist, takes from the old drawers the negatives and scan them one by one. The light in this photograph is perfect. It's a suitcase of a new immigrant and they are moving it from one place to another. And the two guys are perfect. The suitcase, everything is in the place, and it also has a story, in my head, that who this suitcase belongs to. Are they together, or they are just moving the suitcase? Who's coming? Who's the new guest? The shop is a place where a lot of tourists come to see, because it's like a real piece of history. And when you enter the shop, you can really feel time that stood still, and many people really like it. So this is my job, to preserve what my grandparents did for the next generations. C'est exactement ce dont on avait besoin. Je ne sais pas vous, mesdames, mais ce matin, ça faisait du bien. C'est beau. C'est très beau, c'est original, ça continue l'histoire. On rentre dans le sionisme, dans la création de l'État, dans le modernisme. On est dans une des plus belles rues de Tel Aviv, la rue Tchereneros, qui est à côté de la rue Bialik, là où tous les grands créateurs sont installés, et c'est là, près de la mer. On se rend compte que l'art est dans le quotidien, puisque ces photos, elles ont été prises il y a des années. Des années, avec un grand artiste qui est venu dans une terre où il y avait à peine des rues, avec du sable à côté, qui a eu l'audace d'amener son métier dans un pays qui était pionnier. Il a continué, et toute sa vie, il a photographié les stars et les non-stars. Et aujourd'hui, Ben continue à faire des photos. Et on peut aller aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, aller s'installer avec soi-même, sa famille ou ses enfants, changer d'habit, se mettre dans les habits de l'époque et se faire une photo avec un papier sépia d'une couleur différente. Donc on a l'air vraiment dans les années 30. C'est juste magnifique, c'est un petit bijou au centre de Tel Aviv. Une sortie agréable avec les enfants pour ce week-end. Ça attire plus que d'aller juste au musée, c'est moins statique, exactement. Un peu d'interactivité. Mais ça raconte tout autant l'histoire du pays. Tout le temps de l'histoire et de la tradition juive et de l'époque, et une sorte de romanticisme oublié que les enfants ne connaissent pas du tout.
Donc je conseille vraiment. On sent, très humain. Et ce romantisme dont vous parlez, qui a été heurté, Ben, c'est un peu un écorché vif aussi. Oui, c'est le petit-fils, il a eu une relation magnifique avec sa grand-mère, il n'a jamais eu honte de lui, elle était fort dure, la vraie Sabra qui pique, et il lui a toujours dit, mais calme-toi grand-mère, mais je suis là pour toi, et bon, elle est morte à l'âge de 100 ans, il n'y a pas longtemps. Et il continue à persévérer. Qui a fait l'objet d'un film, par ailleurs. Tout à fait, un film qui a un succès incroyable dans le monde, qui touche toutes les villes du monde. Il est partout, Ben n'a plus le temps de se regarder dans le miroir. Il se balade avec ce petit film qu'il a fait en hommage à sa famille, et c'est tout juste une très belle histoire d'amour entre un petit-fils et sa grand-mère, et la photographie en général. Alors, Tsalmania, c'est où exactement? C'est à la rue Tchernichovski numéro 5. Tsalmania, ça veut dire Tsalem. Les Tsalem, c'est photographier, donc la maison de la photo. Merci Marie, vous restez avec nous juste après ce journal à suivre. On parlera également d'art et on parlera d'amour avec Laura Duhamel, d'amour sur fond de conflit rwandais. On en parlera dans quelques instants. À tout de suite. Sur le plateau du Morning, c'est la dernière partie de notre édition. Avec moi sur ce plateau, Marie Chèque, vous êtes restée en notre compagnie. Merci d'être avec nous ce matin. Laura Duhamel, bonjour à vous. On va commencer avec vous. Vous allez nous parler d'un web documentaire dont la sortie est prévue en 2015 et qui s'intitule Célibataire rwandais. Voilà, alors c'est un documentaire qui porte sur l'amour, ou plutôt sur la quête de l'amour 20 ans après le génocide au Rwanda. La réalisatrice Jacqueline Kalimunda s'interroge donc sur la résilience, mais pas seulement. Elle s'interroge beaucoup finalement sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, Kigali, la capitale du Rwanda, serait devenue la Silicon Valley de l'Afrique. Le pays regorge de cybercafés, de nouvelles technologies. Internet est donc au cœur de cette nouvelle génération, et donc au-delà finalement de toute cette problématique de la résilience, eh bien Jacqueline Kalimunda, la réalisatrice, s'interroge sur le pouvoir de ces nouvelles technologies. Comment est-ce qu'elles pourraient nous aider à surmonter les traumas, à surmonter le passé? Alors comment se présente ce projet justement? Alors en fait, initialement, Jacqueline recherchait un personnage sur Internet pour son prochain film, et puis c'est là qu'elle s'est rendue compte que les Rwandais étaient en réalité des gens extrêmement connectés, qu'ils étaient notamment très présents sur les sites de rencontres, et donc l'idée de ce documentaire est née de ce constat. Alors Jacqueline a ouvert une page Facebook toujours active actuellement, où elle présente son projet, où elle continue finalement de rencontrer des célibataires rwandais à la recherche de l'amour. Alors concrètement, elle réalise sur eux de petits films, voilà, que le futur spectateur donc de 2015 pourra consulter de façon interactive. Alors Célibataire rwandais, c'est donc un documentaire à plusieurs voix qui montre cette nouvelle génération parfois finalement beaucoup plus à l'aise sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau concept, Marie, ça devrait vous plaire. Web documentaire interactif. Super, on n'a plus le temps. Hein. C'est extrêmement intéressant. Justement, on va regarder un extrait pour en avoir une meilleure idée. On y va. ku ma website nagiyeho nyine ndumva ari nkane nibura nane atanu. Ni benshi baba bashaka inshuti mu bihugu bitandukanye. Narabikoraga najyaho tukaganira nyine tubisanzwe, ariko watangira kujya warusije ngahita nkugarura, wakwanga nkakwigiza nkagukuramo nkakomezanya n'abakomeza. Réalisatrice Jacqueline Kalimunda qui est partie d'un sujet plutôt léger finalement, l'amour, trouver l'amour sur Internet, mais tout de même sur fond de génocide au Rwanda. Oui, alors le génocide finalement c'est toujours en toile de fond de son travail. Jacqueline Kalimunda, elle est née en 1974 à Kigali. Elle a donc vécu, en 1994 lors du génocide, elle a perdu son père, elle a perdu une partie de sa famille. Elle a déjà tourné 2 films sur le Rwanda, notamment Homeland en 2004 et
toujours, je disais, avec en toile de fond ce génocide. Alors il faut savoir que les premières violences au Rwanda, elles datent des années 60. Et donc aujourd'hui, avec Célibataire rwandais, Jacqueline Kalimunda s'interroge sur le futur. Cette fois-ci, elle s'interroge sur cette troisième génération. Et pour elle, finalement, l'organisation de la société rwandaise en ethnie, comme souvent on en parle, eh bien, ce n'est qu'une construction et que donc par cette construction, mais c'est quelque chose que l'on peut déconstruire. Et dans ce documentaire, eh bien, elle se pose systématiquement cette question et puis elle se pose aussi cette autre question, comment est-ce qu'on peut s'ouvrir à l'autre finalement lorsqu'on porte ce poids du passé génocidaire. Et donc Célibataire rwandais, c'est un projet qui parle d'amour, qui parle de résilience et de comment ces nouvelles technologies peuvent nous aider. Alors justement, on va voir comment elle a envisagé ce projet. Jacqueline Kalimunda, vous êtes avec nous par Skype, vous êtes réalisatrice, scénariste et productrice. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et d'être avec nous. Pourquoi finalement les nouvelles technologies, elles représentent un tel espoir au Rwanda ? Eh bien, vous savez, les nouvelles technologies au Rwanda, comme ailleurs dans le monde, permettent de parler, de se mettre en contact avec des gens avec lesquels, en fait, on ne parlerait pas dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a des frontières, il y a des frontières sociales, il y a des gens qui ont une histoire différente de la nôtre et avec lesquels on n'a pas forcément envie de parler parce que peut-être ce sont eux les ennemis. Et aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, aux sites de rencontres, eh bien, on peut se présenter en fait comme on est. On peut tout à fait choisir de mettre en avant le fait qu'on aime le football, des artistes, la musique, et ensuite interagir avec d'autres personnes sur des bases qui sont complètement anodines, sur ce qu'on aime. Et à partir de cette première rencontre, effectivement, on en vient à se livrer petit à petit et ensuite à confronter nos passés respectifs qui peuvent être souvent antagonistes. C'est en ça, en fait, qu'Internet amène quelque chose de très particulier. Et casse les frontières, finalement. Alors, Laura le disait il y a quelques instants, vous partez d'un sujet finalement très léger, l'amour, la rencontre sur Internet, pour parler de cette forme de résilience au Rwanda après le génocide. Oui, vous comprenez bien. Enfin, au départ, moi, je voulais parler du futur du Rwanda, et puis je comprends bien, pour être dans le même cas, bien sûr, qu'à un moment, il faut aussi envisager l'avenir. Il faut, enfin, moi, j'ai une petite fille de 4 ans, et à un moment, il faut envisager l'avenir. On parle à nos enfants de ce pays avec le passé qui est le nôtre, et je voulais écrire un film, une comédie. Et en écrivant cette comédie, le personnage principal, pour moi, c'était un journaliste, c'était un blogueur. Et en voulant caractériser le personnage, je suis allée sur Internet. Et là, en fait, je me suis rendu compte, et c'était vraiment une découverte, que les Rwandais étaient très présents sur les sites de rencontres. Et j'en ai parlé à droite à gauche. Je me suis créé un profil et j'ai commencé à interagir avec ces personnes. Et j'ai vu, en fait, c'était très amusant, qu'ils me faisaient en gros le coup de leur rencontre californienne, c'est-à-dire que très rapidement, ils me racontaient beaucoup de choses de leur vie. Alors évidemment, ils laissaient de côté les choses les plus conflictuelles, mais ils me racontaient quand même beaucoup de choses de leur vie intime. Alors justement, Laura a une question pour vous, Jacqueline. Oui, je veux savoir quelles difficultés vous rencontrez finalement dans la réalisation de ce web documentaire. Quelles sont les difficultés concrètes qui se posent? En fait, à partir du moment où on rencontre les gens en ligne et où ils se livrent tellement facilement, parce qu'ils sont heureux aussi de parler d'eux, il y a un côté très narcissique, eh bien, quand j'arrive avec ma caméra, avec l'équipe pour les filmer, il faut même d'ailleurs avec la caméra pour les filmer, et bien là, il y a un côté, ils doivent se révéler. Et le passage, en fait, entre la vie virtuelle, la rencontre virtuelle et la rencontre en vrai, c'est très, très délicat. Il y a des gens... on a l'impression qu'on se connaît très bien et en fait on se rend compte que c'est pas vraiment le cas, et puis il y en a d'autres, on se connaît en fait tellement bien que ça devient embarrassant, alors qu'au départ ça passait très bien quand on était devant nos écrans et qu'on était protégé par nos écrans, mais là en fait on peut se voir, on peut croiser les membres de différentes familles, donc ça c'est vraiment une difficulté. Et du coup certaines personnes ont choisi de ne pas s'exposer, comme elles disent, aussi parce que le Rwanda reste quand même une société qui est assez traditionnelle, et où pour certaines femmes, puisque j'ai pas mal de femmes qui sont désistées, parler d'amour sur Internet, être en recherche d'un compagnon sur Internet, ça peut être mal interprété comme du racolage en fin de compte.
Merci beaucoup, Jacqueline, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir apporté un petit peu de cette histoire du Rwanda. Merci à vous. Alors, on sent chez Jacqueline le même sourire que le vôtre quand vous parlez d'art et de peinture et d'amour aussi, oui, bien sûr. Alors, c'est la même chose. On va en parler encore de cette passion ce matin avec vous, Marie. Et on parle, je ne me trompe pas si je dis que c'est l'un de vos amours en matière d'art, hein, bien évidemment. On va parler de Michel Bormans. Il est belge et il peint un peu à la façon de la Renaissance avec un réalisme. Oui, tout à fait, mais je crois qu'il y a eu un dernier changement de dernière minute et si on voit le plateau, c'est... Voilà, très bien, génial. Ok, Michael Bormans, un artiste, vous voyez, un peintre, un énorme... un artiste belge, est né il a 47 ans à Ghent, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, qui m'a raconté que sa vie, il déambulait depuis qu'il avait 5 ans dans le studio de l'ami de ses parents et il se disait que lui aussi voulait être peintre quand il grandirait. Et il aborde la peinture différemment, il aborde la peinture d'une façon presque théâtrale. D'abord, elle est basée sur le cinéma, elle est très imprégnée, donc c'est toutes des scènes. Ce ne sont pas des peintures deux-dimensionnelles, vous voyez, il met en offre une sorte de sculpture, mais elles sont peintes. Mm-hmm. Donc quand on les voit de près, c'est juste presque incroyable. Il y a presque une sorte de mouvement qu'on peut apercevoir dans ces peintures qui sont basées sur des photographies. Tout à fait, ou sur une certaine réalité qu'il crée dans son studio, oui. Donc il a imprégné d'une réalité à la base. Et là, il recrée un monde entier. Et si vous voyez tous les tableaux, les gens se concentrent dans leur univers. Elles ne communiquent pas avec l'autre. Si là, on a un visage derrière un masque, et on a il y a quelque chose de humble, de modeste, pas d'heureux, je dirais pas qu'il y a de la joie, mais il y a une sorte de concentration très forte, presque mystique même, presque religieuse, dans la façon dont il le peint, dans la façon dont les portraits se révèlent. Pour moi, cette exposition qui a plus de 200 travaux au musée de Tel Aviv, qui a été un énorme effort de la mener pendant ce temps-là, est un vrai un miracle, parce que c'est une peinture que je vois toujours en dehors d'Israël. Pourquoi ? Vous avez une explication à cela ? Pourquoi ce genre d'artiste, il ne pourrait être, comme vous me l'aviez dit quand on préparait cette émission, il ne pourrait être que non-israélien ? Parce que la culture de ce monsieur est une culture gothique, une culture christianisme, une culture européenne. Nous-mêmes, nous avons commencé l'art et la peinture et la sculpture au début du XXe siècle. Je le dis, je le redis. D'après la Bible, on ne fait pas de peinture et de sculpture pour ne pas offenser le bon Dieu. Pendant 2000 ans, on n'a jamais fait de peinture. Si on avait fait, c'était juste pour voir des paysages où il n'y a pas de gens. Donc nous n'avons pas une source d'imagerie. Tout à fait. Par rapport à l'artiste européen du même âge, je pense que la culture est différente. Et donc elle se révèle dans la façon dont on a des choses à se rattraper. Regardez le côté majestueux, c'est presque renaissançal. On est presque dans une peinture de la Renaissance. Il y a cet arrêt du temps. L'arrêt du temps dans les mains, dans les cheveux, dans la forme, dans la façon, dans la mise en scène, que l'artiste israélien n'a presque pas le temps de prendre. Et on a des très grands peintres en Israël, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas la même imagerie. Alors, Michael Bormans, qui est en ce moment en exposition à Tel Aviv, As Sweet as It Gets. Alors voilà, il y avait une petite fille de 7 ans là-bas qui se baladait, qui disait well, « It's not sweet ». C'est vraiment pas sweet, c'est très beau, c'est très divin, mais c'est pas sweet. C'est juste une contradiction, encore une contradiction que l'histoire de l'art contemporain nous met. Alors, autre nom dont on pourrait parler également, autre exposition, Les Vanda 56, de quoi s'agit-il ? Les Vanda 56, c'est une exposition qui a ouvert hier soir à la galerie Shlouch, Tel Aviv, à la rue Mazet. C'est une exposition d'une artiste qui s'appelle Sigal Primor, qui est basée, vous voyez, tout est à l'envers, ups and down. On a l'impression que tout bouge, on a l'impression que le monde est à l'envers, qu'il y a eu un tsunami, qu'il y a des tunnels en bas. En plus, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des sons qui accompagnent, une sorte de cacophonie qui accompagne cette installation in situ. Tout est fait à base de feutre et vous savez, la matière dont on nettoie les casseroles, je ne sais pas le dire en français, vous m'excusez. Ces éponges en fil de fer. Ces éponges en fil de fer, tout est des tonnes de ça.
l'artiste dit qu'elle en a encore beaucoup si elle veut continuer. Et donc c'est un espace où tout est bascule. C'est un espace qui est basé sur une vraie histoire. Les Ventes à 56, c'est l'adresse d'un building qui a été créé en 1935 à Tel Aviv, qui était censé être une des plus grandes maisons Bauhaus de Tel Aviv, le rêve droit des maisons blanches, qui est devenue en fait... la station centrale à Tel Aviv est devenue le centre des immigrés. Donc, c'est un peu l'histoire de rêves non accomplis. C'est un peu l'histoire de rêves. La ville blanche, là, elle est grise. Et finalement, l'exposition, le sens de l'exposition qui retrouve aussi le sens de l'immeuble, puisque le non accompli, l'inachevé, on le retrouve l'inachevé dans cette exposition. ou la cassure. C'est-à-dire, il y a un rêve, il y a des éléments modernistes, elle a fait créer des sculptures, elle a acheté des objets trouvés, elle a empiffé des chaises. Il y a tout un hommage à l'art moderne, mais qui est devenu une sorte de naufrage qui représente un peu ce qu'on a passé cet été, c'est qui représente un peu ce que le monde est en train de devenir, ups and down. On ne sait plus où on vit. Il y a une couleur grise qui est, je dirais, mélancolique. Je ne veux pas être pessimiste, mais quand on rentre dans cette expo, on a l'impression qu'elle est rentrée dans la tête de beaucoup de nous. Et, alors justement, on est très parlait ému. avec vous au sortir de cette guerre, de cette opération bordure protectrice, de l'influence qu'a eu la guerre sur les artistes. On en voit là une forme d'expression. Tout à fait. Et bizarrement, une exposition qui est exposée à partir d'hier, elle a été préparée il y a 1 an. Donc dans le subconscient des artistes, de tous les gens, j'imagine, il y a tout le temps cette atmosphère imbibée. Vous savez, la ville blanche de Tel Aviv, est-ce qu'elle est vraiment blanche? Est-ce qu'on n'a pas mis les noirs dans les maisons blanches? Est-ce qu'on n'a pas mis les blancs dans les maisons noires? Il y a une sorte de l'utopie rêvée. Où est-elle? C'est ça que j'aime dans l'histoire de l'art contemporain. Elle est conceptuelle. Vous voyez des trucs, vous pouvez dire... On y voit ce qu'on veut. On y voit ce qu'on veut. On doit voir aussi ce que l'artiste a voulu dire, tout à fait. Mais aussi, elle a un rôle social. L'art a un rôle social, et cette exposition avec ce globus où elle a enlevé tous les états des mers, elle a laissé seulement les terres, vraiment, je conseille d'aller la voir, elle est juste sublime. Eh bien, l'art dans son rôle social, c'est ainsi que l'on refermera cette édition avec ce que vous nous avez présenté, Laura. Merci d'avoir été avec nous. Et vous, Marie, merci infiniment. C'est la fin donc de cette édition. À suivre un tout nouveau journal. Restez sur i24 News. L'information continue.